Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors je voudrais parler un peu de féminisme parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, j'ai l'impression. Je vais me limiter au féminisme actuel et en France parce que la question dans d'autres pays me semble plus complexe, mais aussi au féminisme actuel car j'ai un peu de mal à comprendre certaines revendications féministes d'aujourd'hui. Donc tout d'abord je vais commencer par définir ce que c'est que le féminisme, du moins ce que l'on entend par féminisme. Alors selon Wikipédia, c'est un mouvement ayant pour but de définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Alors si on fait un peu le tour des définitions, on comprend que le féminisme a pour but l'égalité entre les femmes et les hommes. On a aussi l'idée d'extension des droits de la femme, donc on part du principe qu'elle est désavantagée par rapport aux hommes. Et du coup, je voudrais m'intéresser tout d'abord aux inégalités qu'on peut retrouver entre les deux sexes. J'ai fait tout d'abord une petite sélection des inégalités qui me paraissaient les plus pertinentes. Alors je distingue tout d'abord deux types d'inégalités. La première étant des inégalités qui ne peuvent être considérées comme des oppressions, c'est-à-dire par définition un manque de liberté. Par exemple, on trouve que les filles représentent 70% des étudiants en lettres et sciences humaines et 64% en médecine pharmacie, mais moins de 30% dans les écoles d'ingénieurs, selon inégalité.fr. Alors, ces inégalités ne sont pas réellement subies puisqu'il s'agit plutôt d'une propension pour les filles à étudier dans certains domaines et les garçons dans d'autres. En fait, il s'avère que le choix des garçons est plutôt orienté vers les études, par exemple, d'ingénieurs, et les filles vers les études de sciences humaines, les études ou les métiers liés aux soins. On a un autre exemple qui est le fait que 16% des maires de France sont des femmes, selon le site du gouvernement. Et on a comme note qu'on est encore loin des 50%. Donc à nouveau cette idée que l'égalitarisme, la parité exacte serait idéale. On peut se demander pourquoi. Est-ce que la parité exacte, l'égalité exacte est le seul critère valable à leurs yeux? Il n'y a aucune entrave réelle à présent dans notre génération à ce que les filles ne puissent pas exercer tel ou tel type de métier, à étudier dans tel ou tel domaine. Je ne considère donc pas ça comme une inégalité qui est une oppression. Il faut donc prendre en compte que du fait que cette parité est largement encouragée, on a quand même ces inégalités qui subsistent. Alors du coup, ma question est, est-ce qu'il faut supprimer toute inégalité? Est-ce que toute inégalité est forcément néfaste? Finalement, je ne vais pas m'intéresser à celles et ceux qui prônent un égalitarisme des sexes. Je vais à présent m'intéresser à ce deuxième type d'inégalité qui peut être considéré comme une oppression, c'est-à-dire que les femmes subissent réellement ces inégalités, ou même les hommes. Alors j'ai trouvé trois inégalités majeures. La première étant l'inégalité salariale. Alors au-delà du fait qu'il puisse s'agir d'un mythe, en fait le plus gros a été débunké, à valeur égale, par exemple à temps équivalent, l'inégalité salariale est moindre que ce que certaines études montrent. Alors à la limite le chiffre ne m'intéresse pas réellement. Je vais quand même partir du principe qu'il y a un faible pourcentage d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qui est évidemment possible. Alors dans certains cas, on peut douter qu'il s'agisse d'un sexisme pur et dur. Par exemple, lorsqu'un patron refuse d'embaucher une femme parce qu'il y a le risque de la grossesse, en fait, ce n'est pas parce que les patrons sont d'énormes sexistes et qu'ils pensent que les femmes sont incompétentes. C'est plus l'intérêt économique qui prévaut dans ces cas-là. Effectivement, c'est une situation assez injuste. Néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse réduire cela juste à du sexisme. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte dans cette vision des choses. On peut également admettre certaines raisons pour lesquelles les femmes gagneraient moins que les hommes à valeur égale. C'est la propension à négocier qui serait potentiellement moindre chez les femmes, par exemple. On a une deuxième inégalité qui est celle des tâches domestiques.
les tâches effectuées à la maison, qui serait d'environ 2 heures pour les hommes quotidiennement et 3h30 environ pour les femmes. Alors j'aimerais tout d'abord remonter aux causes. Après la révolution industrielle, il y a eu une tertiarisation du travail, ce qui fait que les femmes ont pu davantage travailler dans des postes qui ne demandaient plus de main-d'œuvre physique comme c'était le cas auparavant, notamment avec le travail à la chaîne. Il y a eu pour conséquence que les femmes se sont accommodées du travail salarié, puis le travail au foyer qu'elles faisaient déjà auparavant. Donc en réalité, cette inégalité face au travail à la maison résulte d'une émancipation, puisque les féministes de la seconde vague ont vendu le travail salarié comme une émancipation par rapport aux hommes. Finalement, cela a amené la femme à travailler doublement, d'un côté pour son mari et de l'autre pour son patron. À présent, la femme n'a plus le choix que de travailler pour subvenir à ses besoins, à moins que le mari ait une paye suffisamment élevée, mais ce qui la ferait encore une fois dépendre de lui. Il y a donc un double travail que les femmes doivent effectuer, qui je le rappelle a été vendu comme une émancipation par les féministes de la seconde vague, et à défaut de pouvoir supprimer le travail salarié, il faut effectivement égaliser le temps de travail à la maison. Le changement économique en France, du moins devenu capitaliste, fait que les hommes doivent travailler au même titre que les femmes. Et la solution apportée est effectivement une égalisation du temps de travail à la maison, ce qui fait qu'on ne s'intéresse plus à la suppression ni même la remise en question éventuelle de ce double travail. On a une dernière inégalité qui est celle des violences. Alors, 84% des morts au sein du couple sont des femmes. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d'une année sont victimes de viol et ou tentatives de viol est estimé à 94 000 femmes, selon arrêtonslesviolences.gouv.fr. Effectivement, ici, il s'agit d'un problème majeur. Cependant, je voudrais juste appuyer sur le fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'une inégalité, mais plutôt d'un problème en fait. Il ne s'agit pas d'une inégalité au sens où ce n'est pas quelque chose à égaliser. À présent, je voudrais m'intéresser à des arguments pro-féministes que l'on voit énormément à l'heure actuelle. Le premier étant que nous vivons dans une société patriarcale. Alors, à défaut de pouvoir comprendre ce que l'on entend par patriarcat, en réalité, la plupart des exemples de ce patriarcat sont des inégalités dont je parlais auparavant. Le patriarcat, c'est, je cite, une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Alors effectivement, les postes de pouvoir sont majoritairement pourvus par des hommes. Est-ce pour autant une détention ? Je ne crois pas, puisque comme je le disais, les femmes sont libres de choisir quel poste elles veulent pourvoir. Alors deuxième argument que l'on trouve énormément, c'est que la virilité et la masculinité sont toxiques, voire à bannir. Hommes et femmes, on est tous victimes de la virilité. Le coût de la virilité correspond aux sommes qui sont supportées par l'État et la société pour faire face aux comportements asociaux des hommes. Donc, pensée dont la seule sensibilité féminine est à prévaloir, tout ce qui est masculin est associé à la violence, au toxique, à la domination, comme si la virilité ne pouvait être envisagée que par ce biais. En découle que dans ce schéma de pensée, on va prôner la féminisation de la société dont parlait Alain Soral. Et c'est-à-dire que les qualités masculines telles que la force physique ou la capacité à protéger la femme par exemple, ne sont vues que comme des désirs de domination. En revanche, l'empathie, l'altruisme, la sensibilité féminine sont des qualités dont tout le monde doit être doté. Et petite parenthèse, les hommes sont effectivement dotés de sensibilité, seulement elles se manifestent différemment. Du coup, si les hommes ne sont pas dotés de ces qualités, au sens où l'on entend ces féministes, c'est-à-dire
de sensibilité purement féminine, eh bien c'est parce que les hommes ont été conditionnés à être des hommes forts. On va valoriser le fait que les garçons aient des comportements même parfois violents, déviants. Ça fait partie dans nos schémas culturels de l'identité des hommes finalement. Donc c'est une vraie construction sociale en fait, la virilité. C'est pas un mythe, c'est une construction sociale. Exactement, la virilité est une construction sociale et la bonne nouvelle c'est que donc on peut la déconstruire. C'est donc parce qu'on a appris aux hommes à être des hommes virils, il faut absolument déconstruire ce schéma de pensée toxique. Et justement, je vais y revenir avec ce troisième argument pro-féministe. Les filles ont été conditionnées à jouer à la poupée et les garçons aux voitures. Alors, argument préféré tellement il ressort, c'est-à-dire que tout découlerait d'une construction purement sociale et rien ne serait inné. On a appris aux filles à être douces et aux garçons à être forts. Tout cela ne résulte que d'une construction sociale selon ces féministes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout parce que pour survivre, l'espèce a dû développer des stratégies de répartition des rôles. Par exemple, la femme qui portait le bébé et accouchait avait une proximité évidente avec ce bébé et du coup se sont développées des qualités, notamment un certain type de sensibilité qui lui permettait d'avoir une meilleure écoute aux besoins de ce bébé. Ces différences ont probablement été accentuées par la culture, par la civilisation. Néanmoins, les ramener à n'être que le produit pur d'une construction sociale, ce qui est d'ailleurs ce que tiennent comme discours les théoriciens du genre, amène à un égalitarisme, à une injonction au choix. Comme si la seule égalité pouvait résoudre tous les problèmes et amener un monde plus juste. Alors une autre inégalité dont j'aimerais parler, qui n'est pas au sens juridique ni politique, et dont on parle peu, du moins où ces féministes ne remonte pas assez aux causes selon moi, c'est que la femme est utilisée énormément dans les publicités, par exemple pour attiser la vente. La femme est envisagée avant tout pour son physique dans ces cas-là. Dans la télé-réalité, elle est représentée majoritairement par des bimbos écervelés. Pareil, dans les magazines féminins, on va traiter de sujets superficiels, notamment comment maigrir, etc. Et enfin, les streameuses, les instagrammeuses, les influenceuses sont avant tout envisagées pour leur plastique, pour leur physique. Et cela va de pair avec les changements du monde que l'on connaît, c'est-à-dire une plus grande facilité à accéder à ce type de contenu. La femme est donc avant tout envisagée comme un être avant tout physique, ce qui est largement encouragé par les biais que je viens de mentionner, plutôt qu'un être intellectuel. Et cela devient donc surprenant qu'une femme puisse aborder des sujets intellectuels, ce qui est un peu moins surprenant lorsqu'il s'agit d'hommes. Alors que l'élévation par l'esprit est une cause noble, mais malheureusement peu de féministes s'y attardent véritablement. Au contraire, l'émancipation se veut davantage par le corps, par le physique. Par exemple, l'émancipation sexuelle, l'émancipation par le fait de se montrer à poil, puisque l'homme peut le faire, eh bien moi je devrais aussi pouvoir le faire. Puisque l'homme peut coucher à droite, à gauche, eh bien moi je devrais pouvoir le faire également. L'émancipation se veut aussi par la promotion d'un certain type de porno. À l'origine de Vox, il y avait l'idée de sortir la masturbation féminine un peu du ghetto de la honte. Ce qui les enferme encore plus dans cette vision de la femme comme étant un être physique qui se rapporte au physique, à la chair, plutôt qu'être un être intellectuel capable de produire une réflexion intellectuelle, ce dont les femmes sont évidemment capables. Et encore une fois, on va blâmer le patriarcat d'être responsable de cette vision de la femme sans réellement se poser la question en tant que femme de quel type de contenu, de la valeur intellectuelle du contenu que l'on promeut. Alors je voudrais essayer à présent de comprendre les causes et les effets de ce féminisme contemporain.
Alors comme disait Simone de Beauvoir dans son livre Le deuxième sexe, la femme est envisagée comme l'autre avec un A majuscule. Eh bien moi je dirais qu'en ce 21e siècle, l'homme est envisagé comme l'autre, c'est-à-dire l'ennemi plus précisément que l'on doit combattre. Et effectivement, on a des discours qui se propagent de plus en plus, comme quoi l'homme serait responsable de tous les maux sur Terre, que on se retrouve encore dans cette vision de l'homme oppresseur et de la femme oppressée, que le patriarcat et l'homme sont responsables d'à peu près tout ce qui ne va pas. Alors lorsqu'on est exposé à de tels discours, on a généralement deux réactions. La première étant d'y adhérer, plus par l'émotionnel, parce que ce type de discours est généralement dichotomique et victimaire. En fait, on fait endosser aux femmes le rôle de victime et aux hommes le rôle de bourreau. Ce qui est d'ailleurs largement encouragé par des médias tels que Combini ou Brut, mais aussi certains journaux comme Le Monde ou encore Libération. Et il y a aussi la réaction inverse qui réfute ce type de vision, de discours, car c'est quand même assez irrationnel de vouloir faire endosser le rôle de bourreau à une partie de la population qui est en règle générale en plus étrangère à tous ces mots. On a donc une instrumentalisation de l'opinion qui est d'ailleurs complètement divisée entre ceux qui se voient attribuer le rôle de victime et qui vont s'y complaire et les autres qui se voient attribuer le rôle de bourreau, générant ainsi une guerre des sexes, ce qui crée un cercle vicieux de haine qui s'auto-alimente et les positions s'extrémisent. Alors je grossis le trait et je généralise volontairement, mais ce qui se passe, c'est que la féministe va se voir oppressée par l'homme, l'homme qui va se voir attribuer le rôle de bourreau par la féministe va se mettre à la détester. Et la féministe se voyant détestée par l'homme, à son tour va trouver, elle, une bonne raison de détester les hommes. On en arrive donc à une situation où il y a une guerre des sexes qui prime sur les bons rapports que l'on pourrait entretenir entre les deux sexes. Les rapports hommes et femmes deviennent tendus et compliqués. On va voir une guerre des sexes s'instiller dans la population, ce qui n'est évidemment pas la faute des hommes blessés dans leur virilité, ni même des femmes, mais bien plutôt de cette idéologie victimaire. Pour conclure, je ne pense pas qu'il faille bannir le féminisme, seulement il faut comprendre que la réalité est infiniment plus complexe que ce que les discours dominants veulent bien nous laisser entendre, à savoir que nous vivons dans une société patriarcale, que l'homme est un éternel oppresseur qui continue d'opprimer la femme sans relâche, et même que la virilité est toxique. Bien souvent, les discours des féministes actuelles sont de cet ordre-là et on ne trouve généralement que peu de nuances, puisque leurs discours sont généralement les mêmes et peu daignent comprendre réellement les causes et les effets par la suite de ce féminisme contemporain. Alors qu'en réalité, je pense que ce mouvement est bénéfique dès lors qu'on comprend que l'autre n'est pas nécessairement notre ennemi et que nous ne sommes pas nécessairement des victimes. Ou alors dès qu'on daigne comprendre le sexe opposé. Cela vaut aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je t'encourage vivement à me donner ton avis en commentaire, que tu sois féministe ou non. Et sur ce, je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo.